Je m'appelle Manon. J'ai 25 ans. Et ce matin-là, j'ai cru sincèrement que ma vie était peut-être, juste peut-être, en train de prendre un tournant. J'avais enfin décroché un entretien dans une vraie start-up technologique de notre ville, le genre d'opportunité pour laquelle j'avais prié depuis la fin de l'université. Après avoir enchaîné les boulots dans le commerce, les heures de babysitting, les services en restauration, et gratté les centimes pour l'essence, j'avais enfin une chance, une seule, d'obtenir un poste qui pourrait tout changer pour moi. Je me suis levée tôt, j'ai préparé mes vêtements sur le lit, défroissé mon blazer, répété mes réponses devant le miroir, et pour une fois, au lieu de la peur, j'ai senti l'espoir monter dans ma poitrine. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous dire dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Ma sœur cadette, Chloé, est entrée dans ma chambre sans frapper, se brossant les cheveux, une boisson d'un café branché à la main et des lunettes de soleil à l'intérieur de la maison, comme si elle se prenait toujours pour une célébrité. « J'ai besoin que tu m'emmènes au centre commercial avant midi », a-t-elle dit d'un ton monocorde, comme si elle donnait une instruction quotidienne à une domestique. « Je ne peux pas », j'ai répondu calmement en fermant ma mallette. Mon entretien est à 12h30 en centre-ville. Elle a cligné des yeux 2 fois, comme si mes mots la confondaient. « Non, tu m'emmènes d'abord. J'ai dit à mes amis que je serais là. Tu n'as qu'à appeler tes petits recruteurs et repousser l'heure. » Je l'ai regardée, stupéfaite. « Tu veux que j'annule un entretien d'embauche que j'attends depuis des mois, juste pour que tu puisses t'acheter du maquillage ?» Elle a levé les yeux au ciel de manière théâtrale. « Tu as postulé à 1000 boulots avant, littéralement. Tu auras un autre entretien. Mes amis, elles, ne se rencontrent qu'aujourd'hui. » Elle est sortie comme si l'ordre était donné. J'ai descendu les escaliers derrière elle. « Chloé, je ne vais pas rater cet entretien. » « Non. » Elle a souri de manière narquoise. « Je le dirai à papa. » Mon estomac s'est noué instantanément, car elle l'utilisait toujours comme une arme chargée qu'elle n'avait même pas besoin de viser. Papa est entré dans la cuisine 2 minutes plus tard, marchant lourdement comme s'il était tiré des enfers, la voix déjà forte avant même d'avoir traversé la pièce. « Qu'est-ce que c'est que ces bêtises que j'entends ? Tu refuses d'emmener Chloé là où elle doit aller. » « J'ai mon entretien aujourd'hui, » ai-je dit doucement. « C'est ma première chance. » Papa a ri. Méchant, cruel, moqueur. « Ta sœur a un vrai avenir, elle. Elle a besoin de se faire des contacts. Ses filles, leurs parents ont de l'argent, des relations, elles comptent. » J'ai senti ma poitrine se serrer. Donc, ma vie, mes objectifs, mes opportunités, elles ne comptent pas. Il a fait 2 grands pas vers moi, son visage à quelques centimètres du mien. Son avenir compte. Le tien n'a jamais compté. Avant que je puisse même respirer, il m'a poussé en arrière si fort que j'ai percuté le mur du couloir. Mon dos a brûlé instantanément. Mon épaule a fait craquer le cadre photo accroché derrière moi. Mes genoux ont fléchi. Chloé est restée là à regarder, appuyée sur le comptoir, mâchant du chewing-gum comme si c'était un divertissement banal. Maman est finalement entrée. Pas de choc, pas de peur, juste ce regard déçu, uniquement réservé pour moi. « Pourquoi forces-tu toujours le problème ?» a-t-elle murmuré, comme si j'avais délibérément provoqué ce chaos. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas réagi. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste retenu ma respiration. Papa se tenait au-dessus de moi tandis que j'essayais de me redresser. « Tu vas l'emmener ?» a-t-il dit. « Cet entretien ne signifie rien. Personne d'important ne veut de toi. » J'ai levé les yeux vers lui et quelque chose en moi s'est brisé si doucement, comme un fusible qui fond au lieu d'exploser. Il n'était pas juste en train de choisir Chloé à nouveau. Il ne faisait pas que privilégier son confort. Il déclarait ma vie sans valeur. Je me suis relevée lentement. « Je m'en vais », ai-je dit. « Maintenant, pour mon entretien. » Papa a lâché un rire sec. « Et c'est. Sors par cette porte. Tu le regretteras. » Chloé a souri de manière narquoise. Maman a croisé les bras. J'ai ramassé mes clés sur le comptoir. J'ai marché lentement vers la porte. Papa l'a bloquée.
Pendant un instant, je me suis sentie réellement piégée dans une cage avec les gens qui voulaient me garder impuissante pour toujours. J'ai regardé droit dans ses yeux. Je vais à cet entretien, que tu l'approuves ou non. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé, pas lui, mais quelqu'un d'autre. Et cette personne a répondu immédiatement, car cette fois, je n'étais pas seule. Ils avaient sous-estimé jusqu'où j'irais pour cesser d'être considérée comme jetable. Lorsque l'appel a été connecté, j'ai marché tout droit devant mon père, comme s'il n'était qu'un meuble sur mon chemin. Il a essayé de m'attraper le bras, mais je me suis dégagée et j'ai mis le pied dehors avant qu'il ne puisse refermer la porte. J'ai marché le long de l'allée pendant qu'il criait derrière moi, comme un homme qui ne pouvait pas croire que son contrôle ne fonctionnait plus. La personne que j'ai appelée était Margot, mon ancienne colocataire de l'université. La seule personne qui m'ait jamais dit que mes rêves n'étaient pas stupides. Elle travaillait aux ressources humaines, RH, dans une autre succursale de la même entreprise de technologie pour laquelle je passais l'entretien. Je n'ai jamais voulu utiliser ces relations parce que j'ai toujours voulu gagner les choses par moi-même. Mais aujourd'hui, il n'était plus question de fierté. Aujourd'hui, il s'agissait de me libérer. Le vent dehors était froid, sec et vif, mais il me semblait 1000 fois plus sûr que cette maison. Margot a décroché instantanément. Ça va, a-t-elle demandé, le souffle coupé, comme si elle pouvait entendre la tension à travers le téléphone. Non, mais ça ira, ai-je dit. J'ai besoin qu'on vienne me chercher. Il essaie de m'empêcher d'y aller. Elle n'a pas hésité. Envoie-moi l'adresse. J'arrive dans 10 minutes. Ne rentre pas à l'intérieur. Reste visible. J'ai marché jusqu'au trottoir, le cœur battant, les mains tremblantes. Mais pour la première fois, je ne tremblais pas de peur. Je tremblais parce que mon corps réalisait qu'il était enfin en train de choisir mon propre chemin. Mes parents sont restés à l'intérieur. Ils ne sont pas sortis. Ils ont fait ce qu'ils faisaient toujours lorsque la punition n'aboutissait pas. Ils sont restés silencieux. Le silence de la planification de la riposte. Je savais qu'ils n'avaient pas fini. Ils ne renoncent jamais au contrôle aussi tranquillement. Margot est arrivée dans un SUV argenté 10 minutes plus tard, exactement comme elle l'avait promis. Elle a baissé la fenêtre côté passager et m'a regardé comme si elle savait déjà que ce n'était pas la fin de l'histoire. Qu'est-ce qu'ils ont fait cette fois ? A-t-elle demandé pendant que j'attachais ma ceinture. Ils ont essayé de me faire annuler l'entretien pour emmener Chloé au centre commercial. Papa m'a poussé contre le mur, il m'a dit que mon avenir n'avait jamais compté. Margot n'a pas réagi avec choc. Elle a réagi avec colère. Je vais t'aider à obtenir ce poste, Manon, a-t-elle dit d'une voix ferme. Et après, tu ne retourneras plus jamais chez eux. Nous avons roulé vers le centre-ville et elle m'a aidé à répéter le dernier ensemble de questions. Elle a ajusté mon col. Elle m'a donné de l'eau. Elle n'arrêtait pas de dire, tu as mérité cela. Ils ne t'arrêteront pas aujourd'hui. Pas cette fois. Le hall de l'entreprise était fait de verre, d'acier et de marbre blanc. Tout ce à quoi mes parents insistaient pour dire que je n'aurais jamais ma place. Mon entretien a duré 47 minutes, et j'ai été brillante. Et pour la première fois en sortant, j'ai cru que j'appartenais vraiment à cet endroit. Nous sommes retournés dans le SUV de Margot, et mon téléphone s'était à nouveau affolé, mais cette fois, à cause de Chloé. Elle n'avait pas trouvé de chauffeur. Papa était furieux. Ils avaient dû aller au centre commercial et elle m'envoyait des textos sans arrêt. Tu viens de tout me coûter. T'es tellement égoïste. Tu es morte pour nous quand tu rentreras. J'espère que ce travail te recrachera comme une ordure. Et j'ai répondu en une seule ligne, je ne rentre pas à la maison. Et je le pensais. Margot m'a emmenée chez elle et a insisté pour que je passe la nuit. Lorsque j'ai pris une douche et que j'ai enfilé des vêtements propres, j'ai regardé mon épaule, déjà couverte d'un bleu là où papa m'avait poussé. Cela ressemblait à l'empreinte de qui il s'attendait à ce que je reste. Mais le lendemain, je ne me réveillerai plus comme leur possession. Cette nuit-là, vers 23 heures, Margot est entrée dans le salon avec son ordinateur portable. « Manon, il faut que tu regardes quelque chose », a-t-elle dit. Sérieuse, tendue, pas excitée. Elle a ouvert un courriel qu'elle avait reçu de la part d'un contact RH.
Le directeur des recrutements voulait m'appeler le lendemain matin. Mon cœur a bondi. Mais ensuite, elle a affiché un autre message provenant de l'intérieur de l'entreprise, d'un des chargés de recrutement, disant en privé au RH, son père a appelé ici. Il nous a dit qu'elle était mentalement instable et dangereuse à embaucher. Qu'elle était imprévisible et violente. Qu'elle l'avait attaqué ce matin. Il avait essayé de nous saboter avant même que nous la considérions. Mes côtes se sont engourdies. Mon père avait essayé de ruiner ma réputation avant même que je ne reçoive mon rappel. Il ne voulait pas seulement contrôler mon avenir. Il voulait le détruire avant même qu'il ne commence. Margot m'a regardé avec le feu dans les yeux. Ils viennent de dépasser les bornes. Tu ne peux plus ignorer ça. Ils ne vont pas s'arrêter. Si tu ne répliques pas intelligemment, ils ruineront ta carrière avant qu'elle ne commence. Il ne s'agissait plus d'un seul emploi. Il s'agissait de s'assurer qu'il n'aurait plus jamais la capacité de me saboter. Alors cette nuit-là, nous avons planifié non pas une vengeance poétique, non pas un message symbolique, non pas quelque chose qui dépendait du karma ou du silence, mais une contre-attaque directe et réaliste qui les frapperait exactement là où ils vivaient et exactement là où ils pensaient que j'étais impuissante. Cette fois, ils allaient faire face à des conséquences qui changeraient réellement leur vie pour toujours. Et je savais déjà exactement quelle partie de leur monde j'allais brûler en premier. Lorsque je me suis réveillée le lendemain matin, la peur avait été remplacée par une clarté froide et affamée. Margot m'a tendu un dossier contenant des impressions, le message privé du recruteur, des copies des messages vocaux menaçants de mon père au RH, des captures d'écran des textos suffisants de Chloé, et une transcription de l'appel où papa avait menti en me décrivant comme violente. Elle a fait glisser un petit enregistreur numérique sur la table. « Tu as enregistré ça ?» ai-je demandé. « Non », a dit Margot. « Mais si. » Il s'avère que papa avait rappelé la ligne RH de l'entreprise cette nuit-là et avait laissé un message vocal décousu essayant de me dépeindre comme instable. Le recruteur l'avait transféré au RH avec une note inquiète. Ce message vocal était négligé, obscène et rempli de menaces de ruiner la carrière d'une candidate. Il faisait également référence à son employeur et à son rôle au conseil d'administration de la chambre de commerce locale, des détails dont il se vantait souvent. Margot m'a regardé et a dit, « Ils ne peuvent pas ignorer ça. C'est la violation de politique numéro 1. S'il appelle d'autres entreprises en faisant de la fausse représentation et en menaçant, c'est une fraude contre sa propre position. » J'ai senti la vieille panique chaude essayer de remonter dans ma gorge, mais je l'ai ravalée. Nous avons rédigé une plainte formelle, professionnelle, clinique, pas émotionnelle, joignant le message vocal, la note du recruteur et une chronologie montrant qu'il était intervenu à plusieurs reprises. Margot l'a déposé par les canaux de conformité d'entreprise et a discrètement informé la société que papa consultait qu'un membre senior du personnel passait des appels de harcèlement pour influencer les décisions d'embauche. Je l'ai regardé envoyer le courriel et, pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'impression d'utiliser enfin mon cerveau, et non mes larmes, comme une arme. Dans les 48 heures, les RH de l'entreprise ont répondu. Ils avaient ouvert une enquête et suspendu temporairement toute liaison externe avec la firme de papa en attendant l'examen. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas célébré. Je me suis simplement assise dans la petite cuisine de Margot et j'ai respiré à travers la douleur que j'avais portée pendant des années. 2 semaines plus tard, les RH m'ont convoqué à une réunion privée. Ils se sont excusés pour ce qui s'était passé, m'ont offert le poste avec des protections, et m'ont expliqué que ma plainte avait déclenché une réaction en chaîne. L'entreprise que papa conseillait avait commencé son propre examen, et le conseil de la chambre de commerce où il siégeait était désormais sollicité pour des clarifications sur sa conduite. 1 mois après cela, le papier dans ma boîte aux lettres était petit et bureaucratique. Une lettre de l'employeur de papa déclarant qu'il ne pouvait plus justifier son rôle de conseiller externe en raison de plaintes éthiques répétées. Il a été privé de son contrat de consultant et retiré du comité de la chambre de commerce où il aimait tant se pavaner. Maman m'a appelé une fois cette semaine-là, la voix serrée par la panique, et non le calme habituel de l'accusation. « Manon, nous avons besoin d'aide. Nous ne savons pas quoi faire. » Je l'ai écoutée pendant 30 secondes, puis j'ai dit, « Vous avez fait des choix. Vous pouvez les réparer vous-même. » Elle a supplié.
Elle a essayé la manipulation et les larmes et les vieilles phrases qui me faisaient plier comme du papier. J'ai répondu par une seule phrase. Vous ne pouvez pas mettre le feu à ma vie et me demander de vous sauver de la fumée. J'ai emménagé dans mon propre petit appartement 2 semaines plus tard, mon bleu encore faible sur mon épaule, mais mon esprit enfin clair. Chloé a envoyé des messages de colère qui se sont estompés dans le silence lorsque ses amis ont commencé à prendre leur distance avec le drame familial dans les cercles de l'industrie que papa avait entaché. La voix de papa au téléphone est passée d'autoritaire à petite et vive de peur lorsqu'il a appelé pour exiger des réponses sur ses contrats perdus. Ce n'était pas poétique. Ce n'était pas le silence. C'étaient des conséquences pratiques qui frappaient leur gagne-pain, leur fierté, et leur capacité à manipuler les autres avec leur statut. Et pour la première fois depuis que j'étais enfant, j'ai dormi sans attendre qu'une tempête ne s'écrase contre les fenêtres. Ils m'ont appris que je n'avais aucune valeur. Je leur ai appris que la valeur peut être récupérée avec la vérité, des documents, et en refusant d'être utilisée comme monnaie d'échange. Lorsque le courriel final est arrivé des RH m'offrant un poste permanent et un forfait de déménagement, j'ai souri et fermé mon ordinateur portable. Je ne les ai pas rappelés. J'ai réservé un billet de car aller simple 2 jours plus tard et j'ai quitté la ville qui m'avait appris ce que signifiait être jetable. Cette fois, je n'ai pas regardé en arrière. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous dire dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo.